La Sotraco vous offre Choisis mon école. Ravi de vous retrouver à nouveau pour vous qui nous suivez sur Watt FM, la radio 100% urbaine, et que pour vous qui nous suivez sur Tri TV, la télévision interactive. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et parler éducation et formation, notamment à travers ce canal Choisir mon école. Et pour ce deuxième numéro de la 5e saison, nous vous proposons de faire immersion dans le Centre national de l'information, de l'orientation scolaire et professionnelle, mais aussi des bourses, entendez CIOS PB. Et pour découvrir cette organisation, quelles sont ses missions, comment elle fonctionne et qui sont les acteurs avec qui cette institution travaille, nous avons avec nous sur ce plateau le docteur Fernand Ouedraogo, directeur de l'information, de l'orientation scolaire et professionnelle. Bonjour docteur et merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Et avec nous également sur ce plateau, madame Sawadogo Mimina, vous êtes chef de service des études et de la planification, c'est bien cela? Monsieur Sankara Alfred est avec nous aussi sur ce plateau. Il est chef de service de l'information et de l'orientation. C'est bien cela? C'est bien ça. Et monsieur Ouedraogo Daouda, chef de service bourse zone Burkina Faso. Merci. Ça veut dire que vous vous occupez exclusivement de la zone Burkina Faso pour les bourses. Exact. On y reviendra sans doute, mais tout de suite on va, même si c'était connu, on l'a fait l'année dernière, mais c'est toujours bon de répéter. Vous êtes dans le milieu, on dit que répéter est pédagogique. Alors comment est-ce qu'on peut présenter le CIOS PB? D'accord. Ben, merci pour la question. Et avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, je tiens d'abord au nom de la directrice générale donc, du CIOS PB, traduire en tout cas nos remerciements à Tri TV et à l'ensemble donc, de son équipe pour l'opportunité donc, qui est forte aujourd'hui au CIOS PB pour parler donc, de ces activités. Voilà. En termes donc, de mission, il faut dire que le CIOS PB est une structure donc, rattachée du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'innovation, qui a pour principale donc, comme mission la production et la diffusion donc, d'informations scolaires et professionnelles, et aussi donc, la gestion donc, des bourses d'études et des stages au Burkina Faso. Donc voici un peu ramassé de façon globale les différentes missions donc, du CIOS PB. Donc parler donc, de production donc, d'informations, ça veut dire que nous en tant qu'acteurs, nous travaillons donc, à diffuser donc, des informations que nous-mêmes nous produisons à l'endroit donc, des publics cibles que sont donc les élèves, les étudiants, mais nous diffusons aussi donc quelquefois donc de l'information que nous n'avons pas produite, par exemple les offres de formation qui sont dans les établissements, que nous collectons mais que nous mettons donc à la disposition donc des différents usagers, et la gestion donc des bourses d'études donc et des stages. Donc depuis donc la diffusion donc de l'offre de l'information, la sélection des candidats jusqu'à leur placement donc dans les zones d'études. Donc voici un peu dit globalement les principales donc, missions. Vous statuez aussi sur les conditions d'octroi, vous statuez sur des dossiers pour octroyer aussi les bourses, c'est bien cela? Exactement. D'accord. Voilà. Alors, on est pratiquement à la veille de la rentrée scolaire. Et l'actualité aujourd'hui au CIOS PB, c'est laquelle? L'actualité aujourd'hui, vous savez que nous sommes un peu au lendemain donc, du bac. Donc, c'est la principale vraiment actualité, c'est-à-dire les nouveaux bacheliers qui sont éligibles donc, pour les offres de bourse, qui viennent actuellement postuler pour les différentes offres donc, de bourse. Donc c'est là actuellement la principale activité que nous menons avec l'ensemble donc, des collègues donc, dans la diffusion donc, de l'offre de formation, de bourses, mais aussi donc, bientôt dans la procédure donc, de sélection donc, des candidats. Voilà, pour l'instant c'est vraiment le dépôt donc, des dossiers pour les différentes offres de bourse qui existent. Et on vous sait aussi très présent sur le terrain quant à donner des conseils, n'est-ce pas, à ces éventuels étudiants, quant à leur choix professionnel et même de formation. Et pour cette année, c'est vrai que le contexte est assez particulier, depuis l'année dernière d'ailleurs, coronavirus, insécurité. Comment ça s'est passé? Oui, il faut dire qu'avec toutes ces situations un peu difficiles sur le plan donc, national, en tout cas, tant bien que mal, nous avons réussi à mener donc nos missions. Nous sommes allés donc dans les différents établissements, au secondaire, dans les classes donc, des terminales. Nous sommes allés également donc dans les universités pour parler donc des filières, des choix donc
de métiers, mais aussi donc des offres de bourse. Nous avons organisé la semaine nationale donc de l'information et de l'orientation scolaire au lendemain donc du bac. Donc on peut dire que les sélections également, donc les commissions pour siéger pour les différentes bourses se sont tenues. Donc on peut dire que visiblement, en tout cas, nous n'avons pas assez subi l'effet effectivement donc de toutes ces situations donc de crise là dans la bonne gestion donc du fonctionnement donc du CSPB. D'accord. Monsieur Sankara, vous êtes chef du service information et de l'orientation. Vous produisez de l'information. Et quels sont les canaux les plus couramment utilisés pour diffuser ces informations-là? Merci bien, monsieur Nana. Encore une fois, merci, parce que je sais que c'est la 4e fois consécutive que vous nous offrez ce plateau pour parler des questions d'orientation et entretenir les différents acteurs sur cette question. Sinon, c'est comme monsieur le directeur vient de le dire, il y a plusieurs canaux. Dans un premier temps, il faut remarquer que dans le monde de l'orientation, pour ce qui est de ce processus, il y a plusieurs acteurs. Il y a la famille, on n'entend pas la famille et les papas et mamans. Il y a l'institution scolaire. Quand on prend par exemple les établissements, il y a les professeurs des élèves, les conseillers d'éducation, l'administration, mais essentiellement les principaux sont les conseillers d'orientation que nous sommes. Et ce que nous faisons généralement, c'est à travers nos activités, nous partons vers eux. Ça, c'est un premier temps dans les classes, pour leur donner l'information et les conseils nécessaires afin qu'ils puissent avoir une idée claire sur les filières d'études et les conseils nécessaires. Et en plus de cela, le conseil d'orientation est ce professionnel qui, parti de ses connaissances psychologiques, amène l'élève à découvrir sa personnalité, ses goûts, ses forces et faiblesses, afin de pouvoir opérer un choix judicieux, c'est-à-dire un choix qui va l'amener à la réussite. D'accord. Alors, vous avez fait cas de la famille qui est prise en compte. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on s'y arrête un court instant. C'est courant de voir des enfants ou des étudiants qui n'ont pas forcément vocation, je prends un exemple, de faire médecine, mais on a papa et maman qui insistent, il faut faire médecine. Est-ce que parfois, ça n'est pas un frein, n'est-ce pas, à ce que l'enfant puisse réussir? Justement, c'est notre travail principal et c'est un problème qu'on pose aux conseillers parce que nous voyons des parents avec leurs enfants qui viennent vers nous pour ce genre de questions parce qu'ils en ont discuté en famille et en réalité c'est comme un conflit qui s'est installé et ils voulaient maintenant comment réparer. Et le plus souvent, dans la mesure où faire médecine, quand on regarde, c'est comme un métier de prestige, de telle sorte que les parents veulent que l'enfant soit médecin pour qu'on puisse dire que bon, mon enfant est médecin. Mais maintenant, ce qu'ils ignorent est que le plus souvent, il peut avoir les aptitudes nécessaires pour réussir en médecine. Mais l'autre aspect ignoré, occulté, c'est que le plus souvent, c'est un métier qui n'intéresse pas l'enfant. Soit il s'est rendu compte, puisque quand on prend chaque métier, il y a ce qu'on appelle les exigences du métier. Ça veut dire quoi? C'est dire que il y a les aptitudes d'une part et il y a également la personnalité d'une part. Le fait qu'on puisse dire qu'un médecin est appelé à travailler à tout moment, pour dire qu'ils ne connaissent pas de dimanche, de week-end, de jour férié. Et rien que ça peut faire qu'ils ne soient pas intéressés par ce métier. Donc ça fait qu'il y a un conflit de choix maintenant qui s'installe. D'accord. Voilà. Madame Sawadogo, là c'est clair, parfois les parents influent, c'est pas les cibles primaires, mais des cibles secondaires qui peuvent vraiment influer sur cette cible primaire-là. Est-ce que vous menez aussi des actions vers ces parents-là, de sensibilisation pour leur amener à comprendre certains principes comme l'a évoqué M. Sankara? Merci beaucoup M. Nana pour la parole. Effectivement, quand nous recevons des élèves qui ont ces difficultés, et on essaie donc d'approcher les parents et ceux qui sont volontaires, on discute avec eux et pour pouvoir en tout cas les aider afin qu'ils comprennent et surtout accepter le choix donc de l'élève parce que il a un projet professionnel et il veut travailler pour pouvoir atteindre son projet professionnel comme il a dit, qui peut ne pas être le même que ce que les parents veulent pour lui.
Donc on arrive en tout cas à convaincre certains parents et qui acceptent de laisser donc l'élève choisir sa filière. Est-ce que par moment il ne faut pas éviter d'attendre que la situation arrive avant que vous entrez en ligne de jeu? Je veux dire, vous menez déjà des activités, la réponse à qui veut la prendre, hein. Vous menez déjà des activités à l'endroit des élèves et étudiants. Est-ce que vous ne pouvez pas aussi organiser des activités à l'endroit des parents aussi pour leur faire comprendre? Parce que parfois aussi, ils peuvent être ignorants. Bon, dans le temps, le SIOSPB a eu d'abord, pour une première étape, à organiser des activités à l'endroit donc des professeurs principaux, au niveau donc des lycées, des directeurs régionaux, pour sensibiliser, puisque les professeurs sont également proches des élèves. Et souvent, quand nous les recevons, ils disent le prof a dit voilà ce que moi je peux faire. Et si le professeur a déjà des informations là-dessus, je pense que ça peut également aider. Et on a déjà entamé cette première étape et ce que vous proposez est juste. Je pense qu'on va y passer et proposer dans notre programme d'activité de rencontrer, même si ce n'est pas l'ensemble des parents, mais au moins le bureau des parents d'élèves, donc pour sensibiliser. Je pense que Dr Ouedraogo voudrait ajouter quelque chose à la suite de Madame. Tout à fait. En tout cas, c'est comme elle l'a dit. Mais des activités, par exemple, qui ont été déjà menées donc, dans le passé. Nous avons, par exemple, une pièce de théâtre qui s'appelle par exemple Le choix donc de Tina. C'est sous forme donc de théâtre forum que nous organisons un peu dans la sensibilisation donc des parents par rapport donc au choix donc des filières. Donc c'est un théâtre forum, donc on joue, c'est dit que les parents sont invités, les élèves également donc sont invités et à la fin on donne donc la parole en fait aux différents parents pour dire que si vous étiez donc à la place de l'élève, si vous étiez à la place donc de l'enseignant, si vous étiez à la place donc du conseiller, quelle était en tout cas l'attitude que vous allez adopter. Donc c'est une manière aussi donc d'amener donc les parents à prendre conscience effectivement donc des difficultés donc qui sont souvent donc liées donc au choix. Mais il faut dire par rapport à la pression familiale dans le processus donc de décision, on a l'habitude donc de le dire que en matière donc en fait donc de choix, il faut laisser comme l'ont dit les deux collègues, M. Sankara et Mme Sarogo, le choix revient à l'enfant et non aux parents. Comme je le dis souvent, les parents ont eu leur rêve. Ils n'ont pas réussi donc à le concrétiser. Quelquefois, ces parents veulent, à travers donc l'enfant, concrétiser donc ce rêve-là. Vous avez votre rêve, l'enfant a son rêve. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Quand les deux rêves sont convergents, il n'y a pas de problème. Donc, à ce moment, l'enfant va vers la voie proposée donc par la famille et c'est cohérent également donc avec son projet professionnel. Mais quand ce rêve du parent n'est pas en adéquation avec le rêve de l'enfant, c'est là toutes les difficultés. Face à cette situation, il y a deux solutions possibles. Bon, deux cas qui peuvent se produire. Soit l'enfant, il est dans une soumission parentale et il y va tout en sachant que ce n'est pas son rêve professionnel. Il y va parce qu'il ne veut pas mettre les parents dans une situation donc de désobéissance. Donc il y va, mais il n'est pas convaincu. Conséquence, en fin d'année, on va voir que le rendement scolaire donc, de l'enfant n'est pas au rendez-vous. D'accord. Je comprends très bien ce que vous dites, mais moi je veux qu'on y aille encore dans le débat. Vous pouvez prendre part, hein, monsieur. Alors, la question c'est de se demander aussi, est-ce que parfois les parents n'agissent pas en personne, je dirais pas éclairés, mais au regard de leur expérience sur le terrain, parce qu'aujourd'hui il ne faut pas qu'on se le leurre, après la formation professionnelle, la formation classique, il y a les opportunités professionnelles, mais est-ce que le père parfois ne voit pas que dans telle ou telle filière, il y a plus d'opportunités pour l'enfant que dans une autre filière? Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi qui fait que parfois les parents agissent de la sorte? Oui, c'est vrai que ce que vous dites, c'est vrai. Il y a les offres en termes, c'est les possibilités, donc les opportunités que certains métiers offrent. Mais c'est vrai qu'il y a les possibilités, les opportunités, mais tout d'abord, il faut tenir compte de la motivation. Voilà. Si l'opportunité existe et je n'ai pas vraiment une motivation encore pour tel métier, bah, il va sans dire que même si je suis formé dans ce domaine, je peux ne pas exceller forcément donc, dans ce secteur de métier parce que je n'ai pas l'amour pour l'activité donc, en question. Donc je pense que c'est cette dimension que les parents oublient, l'opportunité, mais est-ce que cette opportunité-là est en adéquation avec le projet professionnel de l'enfant, avec son rêve, avec sa personnalité comme il a dit? D'accord. Parce qu'il y a des théories qui montrent que les choix professionnels que nous faisons sont en lien avec notre personnalité. D'accord, vous semblez tous être d'accord, mais je crois qu'il veut ajouter quelque chose. Bon, c'était pour
ajouter l'exemple que même si les parents insistent, il y a les cas quand même qui sont édifiants. Et les cas que nous avons déjà rencontrés, il y a eu certains, parlant toujours de la médecine, qui se sont orientés dans cette filière et par la force des choses, la pression des parents, mais finalement, c'est pas que l'intéressé n'était pas capable à décider à un certain moment et embrasser le métier, le vôtre, la communication, que j'en connais personnellement. C'était une confidence. C'est dire qu'en fait, c'est une réalité. Les parents peuvent penser qu'ici, c'est un métier qui débouche sur des opportunités d'emploi, mais ce n'est pas évident. Ce qui est important, c'est de laisser l'enfant réussir. Et dans cette réussite, quelles que soient les circonstances, s'il est motivé, il ne peut pas ne pas se faire une place dans ce marché de l'emploi. D'accord. Je pense que M. Ouedraogo veut parler parce que depuis, vous n'avez encore rien dit. Okay. Merci beaucoup, M. Nana. Moi, j'allais dire que, comme l'a si bien dit le psychologue américain, Parson, rien n'est plus important que le choix d'une filière de formation, si ce n'est celui d'un bon époux ou d'une bonne épouse. Wow. Voilà, ça veut tout dire. Et à Pierre Bourdieu d'ajouter que toute formation contribue à une identité socio-professionnelle par la transmission des savoir-faire et des savoir-être. Pour dire que, comme l'a si bien dit les autres collègues, on remarque que la filière médecine est la plus plébiscitée par les enfants après l'obtention du baccalauréat. Mais la question qu'on doit se poser, c'est de savoir combien de personnes arrivent à la fin de leurs études. Combien de personnes arrivent? Non, allez-y. Maintenant, puisque ici, il faut considérer vraiment la motivation intrinsèque même de l'étudiant, de l'élève, dans le choix de sa filière. Voilà. Et les parents, comme l'a dit le directeur, beaucoup ont un peu échoué dans le domaine, et bon, excusez-moi du thème, beaucoup n'ont pas réussi quand même dans certaines formations, et ils veulent vraiment que les enfants empruntent et ces filières-là pour réaliser un peu leurs rêves. Donc c'est de laisser vraiment le choix à l'enfant, parce que plusieurs études ont montré que l'influence même que ce soit des parents, des pères, des enseignants et autres, dans le choix de la filière de l'élève là, a des conséquences un peu négative. Voilà, donc c'est de laisser vraiment l'enfant être à la base de son choix. Moi, je reste toujours avec vous. C'est vrai que peut-être elle est anodine, cette question-là, mais le plus souvent, on parle beaucoup plus de médecine. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi le plus souvent, c'est vers médecine que les parents, parce que c'est ce qui revient le plus souvent, ça fait 4 fois qu'on se croise, mais le plus souvent, les cas les plus fréquents, c'est de dire à l'enfant va faire médecine. Selon vous, pourquoi c'est ainsi? Alors, moi j'allais dire, récemment j'ai soutenu sur un moment les masters, notamment sur l'autodétermination et les étudiants inscrits en sciences de la santé. Le constat est que la plupart des bacheliers des filières scientifiques C&D, et en l'occurrence, qui ont obtenu une moyenne supérieure ou égale à 12/20, ont tendance à s'inscrire vraiment, à demander une filière de sciences de la santé telle que médecine, pharmacie et chirurgie dentaire. Et le constat qui découle de ça, c'est, comme l'a dit M. Sankara, c'est le fait qu'à la fin, ils sont rassurés qu'à la fin de la filière des études de médecine, là, les enfants seront intégrés dans la fonction publique. Voilà. Et pour eux, c'est un métier prestigieux. D'accord. Voilà. Donc c'est l'assurance même de travail directement. Le constat est que quand les médecins, quand ils finissent là, on les intègre, même s'il y a un test, on les intègre, en tout cas. Dans la façon plus facilement. D'accord. Madame Assaouadougou, vous voudriez ajouter quelque chose à ce qui a été dit par M. Ouedraogo? Merci, M. Nana. C'est un cas que j'ai vécu rien que la semaine dernière lors de l'une de nos activités qui est la permanence que nous assurons quotidiennement dans une salle qu'on appelle la salle de documentation. Et l'élève est arrivé accompagné donc de sa mère. Et pour remplir donc la plateforme sur l'orientation, il propose donc de ne mentionner que médecine, parce qu'il ne veut pas autre chose. Voilà, quand on dit il faut forcément opérer 12 choix pour pouvoir valider son inscription sur la plateforme, il dit que lui ne veut pas autre chose que la médecine. Et pourtant, nous avons seulement 3 universités
qui donc dispense la médecine comme filière, savoir l'université Joseph Kizerbo, Nazi Boni et l'université de Waiguya. Donc il demande est-ce qu'il ne peut pas mettre rien que médecine seulement, parce que lui ne veut pas qu'on l'oriente dans une autre filière. C'est pour appuyer surtout ce que les collègues ont dit par rapport à la médecine. Et je me dis, derrière, est-ce que les parents ne sont pas là, puisque la mère est là, donc l'enfant dit médecine. Et j'ai essayé donc de faire bouger pour pouvoir m'entretenir seul avec l'élève, et on a pu avoir les 12 filières pour pouvoir l'aider à remplir sur la plateforme. Donc pour dire à quel point les parents ont des influences donc sur les élèves et les nouveaux bacheliers après donc leur admission pour les choix de filière. D'accord, là on est de commun accord que parfois les parents aussi jouent sur le choix des enfants, mais il y a aussi des cas où l'enfant désire réellement faire une filière, mais il y a aussi les réalités sur le terrain, parfois faute d'infrastructures. Quand on prend le cas toujours de la médecine, il a peut-être toutes les compétences requises pour faire médecine, il veut y aller, mais par exemple le nombre de places disponibles ne lui permet pas. Quand ces cas de figure arrivent au niveau du CIOSPB, qu'est-ce qu'on fait pour lui permettre d'accepter cette nouvelle filière qu'il n'a pas forcément choisie? D'accord. Merci Monsieur Nana. Effectivement, on est confronté au problème de choix de filière au regard de ce qu'on donne comme offre de formation au niveau des différentes UFR pour dire filière. Et ce faisant, je pense que pour ne pas dire qu'on a brimé qui que ce soit, on tient compte du mérite de l'intéressé et maintenant des places disponibles et également l'équité. De telle sorte que si tu es méritant en moyenne, tu ne peux pas ne pas avoir. Et c'est ça également, nous tentons de les faire comprendre. Au regard de ta moyenne, ce n'est pas que tu ne peux pas faire telle filière, mais par rapport au nombre de places disponibles, est-ce que tu serais éligible? De toute façon, comme s'il y a une plateforme qui les oriente et qu'il y aura un classement par rapport au mérite et à l'équité. L'équité, c'est pour dire qu'il ne faudrait pas que parmi tous les postulants, tu es méritant, on te laisse et on prend quelqu'un qui n'est pas méritant. C'est cette balance-là on veut établir. Donc, comme ma collègue l'a dit, il nous arrive qu'on les amène à prendre conscience de ce qu'ils méritent et ce qu'ils peuvent faire, et par conséquent, on arrive à résoudre ce problème. D'accord. Voilà. On va évoluer dans le débat, mais très rapidement, docteur. Oui, c'est pour ajouter un peu à ce qu'il a dit. Effectivement, les élèves, les étudiants peuvent effectivement avoir donc de l'ambition pour aller donc dans telle filière, mais c'est tout effectivement qu'il y a plusieurs critères aujourd'hui qui doivent entrer en ligne de compte. Voilà, il y a le choix effectivement donc de l'étudiant. Il y a aussi donc ses aptitudes qu'il faut également prendre en compte, mais également la capacité, comme vous l'avez dit, la capacité donc d'accueil de l'institution. Donc, pour donner effectivement la chance à l'étudiant aujourd'hui d'être un peu dans la filière qu'il a choisie, on donne la possibilité en fait à ce dernier de varier en fait ses inscriptions. Il ne faut pas te focaliser juste dans une seule université, parce que vu, comme il a dit, les critères de moyenne, puisqu'aujourd'hui il y a une plateforme donc, qui permet donc d'orienter, mais le premier élément déterminant c'est la moyenne. Donc, si on veut, si la capacité donc d'accueil se limite par exemple à 1000 places ou bien à 500 places, si toi effectivement tu as une moyenne qui n'est pas aussi compétitive que les autres, ça veut dire que tu peux ne pas te retrouver parmi les 1000 premiers. Maintenant, si tu as postulé donc dans d'autres instituts, dans d'autres universités, ça peut te donner encore donc la chance de te retrouver dans cette filière-là. Voilà pourquoi il faut varier en fait les institutions d'inscription. D'accord. Voilà. Alors là, on est en train de parler des variables qui parfois influent sur les choix de formation future. Il y a sans doute la bourse aussi. Alors, il peut arriver, je suis élève brillant, mais on me dit qu'il y a une bourse qui est disponible, par exemple dans telle filière qui n'est pas forcément mon premier choix. Est-ce que ça arrive que la bourse puisse influer sur le choix des élèves et étudiants? Monsieur Ouedraogo, c'est à vous que je m'adresse parce que c'est vous qui êtes en charge de la question. Ok. Alors, il faut dire que d'abord, la bourse, de façon générale, c'est un appui financier accordé aux étudiants et stagiaires dans le but d'améliorer leurs conditions de vie et d'études. Voilà. Et la bourse peut influer, bon, j'allais dire, bon, oui et non. Parce que actuellement, les bourses que nous disposons là, c'est
et à l'endroit des nouveaux bacheliers et c'est sur la base de la moyenne obtenue au baccalauréat. Donc on ne sait pas encore quelle filière ces bacheliers veulent emprunter plus tard. Donc la bourse ne tient pas compte de la filière, c'est de la moyenne. Voilà, actuellement pour les nouveaux bacheliers c'est ça. Voilà, c'est la moyenne exactement, et la l'âge aussi, et pour certaines catégories de bourse et du revenu des parents. D'accord. Justement, du revenu des parents, on voit tous les documents à fournir pour pouvoir bénéficier de la bourse, justement. Et si on en parlait, parce que très souvent, ça fait aussi des gosses chaudes, on n'est pas toujours d'accord avec le choix ou bien l'octroi des bourses. Quels sont les critères pour bénéficier de la bourse concernant la zone Burkina Faso, puisque vous êtes en charge de la question? Ok, merci. Une très belle question. Il faut dire que pour les critères pour l'octroi des bourses là, il faut d'abord être de nationalité burkinabé. D'accord. Voilà, il faut être dans l'âge requis pour chaque catégorie de bourse. Voilà. Et donc, de façon générale, pour le nouveau bachelier, c'est 22 ans maximum au 31 décembre 2021 pour cette session de dépôt. Et pour les bacs professionnels, ça c'est 22 ans pour les titulaires des bacs A, C, D, E, F1, F2, F3, F4, G1, G2. Et pour les bacs pro, 23 ans au 31 décembre de l'année 2021 ou plus. Voilà, et la bourse est accordée en fonction du mérite. Voilà, c'est les critères. Maintenant, cette bourse-là est attribuée par la commission. C'est une commission qui statue. On attend souvent, les gens pensent que c'est une personne, un individu qui octroie la bourse. Mais il faut dire que c'est une commission nationale des bourses d'études de stage qui statue, qui est appelée CNBS. Voilà, donc ça regroupe en tout cas plusieurs représentants de plusieurs instituts et ministères, que ce soit de l'enseignement supérieur, que ce soit de la santé, de la fonction publique, du premier ministère, de la présidence du FASO, de la jeunesse. Donc il y a plusieurs structures. Est-ce que les élèves eux-mêmes sont représentés? Oui, les étudiants, voilà, les étudiants sont représentés. Ils ont jusqu'à 3 participants, 3 représentants. Voilà, les étudiants sont représentés. Les fêtiers des étudiants sont représentés. D'accord. Voilà. Donc, critère, c'est âge, nationalité, et puis aussi la moyenne. Je veux dire aussi, l'autre question aussi, c'est est-ce qu'il peut arriver que quelqu'un puisse avoir la moyenne dont vous demandez pour bénéficier de la bourse, mais qu'il n'ait pas, parce que la disponibilité du nombre de bourses est limitée? Est-ce que ça peut arriver? Voilà. Il faut dire que les moyennes que nous donnons là, c'est pour candidater. C'est pour candidater. Parce qu'on dit 12 ans et 12 de moyenne à l'issue du premier tour au bac, ou bien 11,50 pour les filles à l'issue du premier tour au bac. Ça ne veut pas dire forcément que celui qui a 12 ou bien 11,50 est attribué de la bourse. Il va candidater. Il va postuler. Et en fonction, comment on appelle ça, du nombre de bourses disponibles, là, on va faire le classement par ordre de mérite. Voilà. Et jusqu'à épuiser le nombre de bourses, on prend la dernière personne et bon, on fait sortir. Je sais que c'est énorme en moyenne, hein. Chaque année c'est environ combien de bourses que vous octroyez? Bon, faut dire que, tu vas compléter. Il faut dire que chaque année, l'État burkinabé met à la disposition donc des nouveaux lauréats sur toute l'année, en fait tous les cycles confondus, 2300 bourses. D'accord. Voilà, il y a 2300 bourses chaque année. Voilà, ça va de la première année, la licence, jusqu'au doctorat. C'est tous ces cycles-là réunis qui doivent nous amener chaque année à avoir ce quota donc de 2300 bourses. D'accord. Voilà, donc ça veut dire que déjà pour les nouveaux bacheliers qui arrivent, il y a un quota aussi qui est affecté donc aux nouveaux bacheliers. Donc comme il a dit, les 12 vraiment c'est pour être éligible, pour pouvoir déposer donc son dossier et puis espérer être sélectionné. Maintenant, c'est bon de communiquer là-dessus parce que très souvent on entend certains disent j'avais la moyenne pour la bourse mais on ne m'a pas donné la bourse. Oui. Peut-être que vous ne communiquez pas assez aussi sur le fait que le nombre de bourses disponibles est limité. Bon, pourtant en matière de communication on peut dire que nous travaillons là-dessus. Nous utilisons tous les canaux aujourd'hui, que ce soit donc sur notre page Facebook, sur la page site web, et lorsque on affiche également donc les résultats. Donc on donne vraiment l'opportunité et nous partons également dans les établissements, dans les différentes classes pour donner les offres donc de formation en matière donc de bourse. Donc pour quelqu'un qui dit qu'il n'a pas l'information, je pense que peut-être la personne aussi donc a refusé en tout cas de... n'a pas fait le pas vers l'information. Sinon nous travaillons vraiment aujourd'hui à disponibiliser donc l'information. D'accord. On voit aussi parfois, je ne sais pas si c'est dans le même cadre, des organisations parfois à but non lucratif qui décident d'accompagner certains élèves. Est-ce que ça se fait comme ça ou il faut toujours approcher le CIOSPB pour pouvoir peut-être octroyer ces bourses-là? Je veux dire, on voit des associations qui disent bon, on va prendre le meilleur élève de telle école puis lui octroyer une bourse. Est-ce qu'on vous approche ou bien on doit vous approcher pour cette question? C'est vrai.
Merci pour cette question. Effectivement, aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons donc les bourses de citoyenneté. Okay. Voilà, on sait qu'effectivement, l'État joue une part énorme dans le soutien effectivement donc des élèves dans ce processus donc d'études là, mais ça reste toujours donc limité. Donc les mécènes, les bonnes volontés qui veulent toujours accompagner donc l'État dans ce processus là sont toujours donc les bienvenus. Donc nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle les bourses donc de solidarité. Voilà, qui est une bourse qui permet à, comme vous, si vous voulez soutenir en tout cas un élève dans le domaine donc de la communication, vous dites voilà, aujourd'hui moi je veux accompagner un étudiant dans le domaine donc du journalisme, et donc je suis prêt à l'accompagner jusqu'au master ou jusqu'au doctorat. Donc vous venez au CSPB, donc nous établissons ensemble une convention. Jusqu'à combien d'années vous comptez donc soutenir donc cet étudiant là jusqu'à l'obtention par exemple donc de son diplôme. Donc nous avons des bonnes volontés aujourd'hui qui accompagnent donc le CSPB donc dans ces offres de bourse là. Donc il y en a, que ce soit dans le domaine de la santé et même à l'étranger. Nous avons des associations également en France qui se sont réunies pour accompagner en tout cas les frères au Burkina ici, avec donc des offres de bourse. On va rester toujours avec la bourse, Monsieur Sankara. Oui. C'est vrai qu'on a dit que c'est l'excellence, il faut mettre la moyenne en avant. Mais aussi certaines situations sociales peuvent jouer également sur la qualité des études. Des étudiants ou des élèves qui pourraient être excellents pour peu qu'on les accompagne parce que socialement ça ne va pas. Est-ce que ce volet est pris en compte aussi? Il peut ne pas avoir l'excellence comme on dit, mais parce que socialement ça ne va pas. Bon, ça m'amène à parler, même si ce n'est pas dit clairement, des différentes catégories de bourses. D'accord. Et parlant de ceux qui sont dans des conditions sociales exceptionnelles, je pense que depuis un certain temps, le CIOSPB a travaillé à instaurer ce qu'on appelle la bourse d'indigence. Il y a également la bourse qu'on appelle pupille de la nation. D'accord. Ça veut dire quoi? Ce sont les enfants de ceux-là qui ont accepté, sacrifié leur vie pour défendre la nation, nous qui sommes là. Avant, ça n'existait pas. Donc, ça veut dire qu'en réalité, le CIOSPB a travaillé pour essayer de prendre en compte toutes les couches sociales possibles dans la mesure de l'existence de nombre de bourses. Et ce faisant, j'allais ajouter, parmi ces innovations, le chef de service des bourses a bien souligné, mais je pense que l'aspect qu'il fallait ajouter, c'est qu'on constate qu'on a essayé d'ajouter le nombre d'années pour ce qui concerne les bacs professionnels. Dans le temps, on les avait logés tous dans le même panier. Il faut avoir 22 ans. Alors que la réalité est telle que ceux du bac professionnel, eux, ils font au moins 4 années après le BPC. Il y a également ce qu'on appelle la bourse intermédiaire qui n'existait pas. Tout ça, c'est le travail du CIOSPB pour innover, pour ne pas laisser quelqu'un pour compte. Donc à ce niveau, je me dis que tout est fait et le travail continue à se faire pour prendre tout le monde, tous les fils de la nation en compte. On va vraiment aller très rapidement parce qu'il y a la contrainte temps aussi qu'il faut prendre en compte. Madame Sawadogo, allez-y. Oui, merci pour la parole. Je voulais ajouter que nous menons des activités dans les établissements, mais également dans les universités pour pouvoir sensibiliser les élèves sur les différentes catégories de bourses qui existent au niveau du CIOSPB. Et en plus des bourses qu'il a citées, il y a spécialement 300 bourses réservées uniquement aux filles. D'accord. Donc dans l'objectif d'accompagner les filles. Donc vous avez remarqué dans les conditions de dépôt, on parle de 11,50 pour les filles et 12. C'est parce qu'il y a un quota qui est spécialement réservé aux filles. Et depuis un certain temps, je pense que la direction générale travaille de telle sorte que ces filles-là soient encouragées, pas seulement au niveau du cycle licence, mais également au niveau du cycle master et au niveau du cycle doctorat. Parce que quand on dit dans le quota mixte, on n'arrive pas à avoir suffisamment de filles dans ces deux cycles-là. Donc cette innovation est d'accompagner également ces filles-là jusqu'au cycle doctoral. D'accord. Monsieur Ouedraogo, vous voulez ajouter juste un mot? Voilà. J'allais dire aussi que les 2300 bourses là concernent aussi les étudiants au Burkina Faso, en Afrique et en Nord-Afrique. D'accord. Voilà. Aussi, les critères là, faut pas
ne faut pas oublier le critère revenu des parents. Donc, certaines personnes, comme vous l'avez dit, qui ont peut-être 15 de moyenne, qui ne vont pas voir leur nom s'afficher dans la liste des attributions. Donc, il faut s'approcher vraiment près du SOSPB pour comprendre. Voilà. Et par rapport au bourse, pourquoi? Parce qu'il a 15 de moyenne, il est excellent. Oui, parce que le critère revenu, comme vous l'avez dit, il y a le côté social aussi de la bourse qu'il ne faut pas. On voit que socialement, ses parents peuvent... Voilà, donc il y a le critère revenu qui peut faire que l'étudiant n'aura pas la bourse. Voilà. Et pour ajouter à ce que M. Sankara a dit, la bourse indigente, c'est la bourse en tout cas qui ne tient pas compte des moyens. Voilà, qui ne tient pas compte des moyens. Comme vous l'avez dit, c'est une bourse vraiment octroyée aux étudiants particulièrement en difficulté, voilà, qui vivent dans une situation de précarité. Voilà, donc ils doivent seulement faire la preuve qu'ils sont vraiment indigentes, que ces personnes sont indigentes ou bien qui vivent en tout cas vraiment avec un handicap. Voilà. Et il y a aussi, comme il l'a dit, la bourse pour pupilles de la nation. Voilà. Donc chaque année, il y a un quota qui est alloué à ces deux catégories de bourses-là pour un peu aider vraiment les étudiants et étudiantes qui vivent vraiment dans une situation de précarité. D'accord. On parle de bourse, peut-être avant de faire un pan dans le débat. Concernant la bourse à l'étranger, là, on a parlé de la bourse en Afrique et au Burkina Faso. Mais aussi, est-ce qu'il y a des bourses qui sont pour les étudiants burkinabés qui partent étudier, n'est-ce pas, au-delà des frontières de l'Afrique? Oui, exactement. Il y a beaucoup de bourses. Voilà. Donc, d'abord, on va parler des bourses des pays amis du Burkina Faso, les bourses de la coopération, telles que la bourse octroyée par la République de la Tunisie, voilà, qui vient de prendre fin pour les dépôts. On a même fait sortir la liste des présélectionnés. Voilà. Donc, également en cours, on a la bourse pour les sciences et médecine vétérinaire à Dakar. Voilà. Ce sont des bourses. Cette bourse-là est octroyée par l'État burkinabé pour les études à l'extérieur. On a aussi les bourses pour les études pour les grandes écoles, pour les ingénieurs et les bourses des masters et des doctorats en Afrique, aussi bien en Afrique et en hors Afrique. Voilà. Donc les dépôts ont pris fin le 13 août. Le vendredi 13, je crois, sur la plateforme Campus Faso. D'accord. Voici donc qui est clair. La question que je m'en voudrais de ne pas poser dans cette émission, c'est le décalage qu'il y a au niveau de la formation académique. On sait que vous, au SOSPB, quand vous octroyez les bourses, c'est pour une période bien donnée. Mais le constat aussi est que sur le campus, par exemple, universitaire, il y a des chevauchements d'années qui arrivent. Comment on gère cette situation? La parole à qui veut la prendre? Oui, c'est vrai que ce que vous dites, c'est un sujet assez épineux. Effectivement, le SOSPB, nous, on travaille effectivement à respecter donc, les délais, mais souvent nous sommes victimes effectivement donc, de ces chevauchements d'années, puisque l'année académique souvent n'est pas en adéquation avec l'année budgétaire. Donc cela nous pose effectivement quelquefois donc, des difficultés. Et quand, avec le chevauchement encore qui se présente effectivement dans certaines universités, et les étudiants donc doivent donner, en fait, fournir les résultats des différents examens à une certaine date. Mais avec le chevauchement, ça fait que beaucoup d'étudiants aujourd'hui ont du mal à les fournir donc dans le temps imparti. Mais on s'arrange toujours au SOSPB, comme quand même c'est une structure quand même qui œuvre dans le domaine social, à tenir compte donc de ces paramètres-là. Donc jusqu'à présent, nous tenons compte effectivement donc de ces chevauchements-là dans l'accompagnement donc des étudiants. Est-ce que c'est pas aussi laborieux? Parce que hier, on a reçu des étudiants qui faisaient cas que pour une licence. Parfois, il faut mettre 5 ans, alors que peut-être que vous avez octroyé la bourse pour 3 ans. Tout à fait. Dans cette situation, comment on gère exactement? Monsieur Ouedraogo. Bon, moi, j'allais dire, la bourse, comme l'a si bien dit, la bourse est octroyée pour un cycle d'études. Voilà, avec un renouvellement par cycle. Voilà. Et donc, nous tenons en tout cas à prendre en compte vraiment les chevauchements des années académiques là. Donc il faut dire que la bourse est renouvelable chaque année académique. Voilà, donc actuellement nous on a essayé de un peu favoriser un peu les étudiants parce qu'on ne demande pas beaucoup de documents pour le renouvellement de ces bourses là. Donc vous allez voir les étudiants qui vont prendre 2 ans, même pour s'inscrire là ça va prendre du temps. Nous on décide de les renouveler même s'ils ne sont pas inscrits. Voilà, donc on occulte un peu cette pièce là. Voilà, mais maintenant il y a un problème de ressources financières et financière qui est là, parce que la bourse, comme l'a dit, c'est en fonction de trucs budgétaires là, c'est par année académique. Donc vous allez voir les étudiants qui vont finir et qui ont renouvelé pour la 3e année, qui vont encore demander un renouvellement pour la 4e année. Voilà, nous en tout cas, bon, c'est vrai, on le comprend, nous le comprenons, mais bon, à notre niveau aussi, il y a le problème des ressources qui font défaut. Voilà, donc l'étudiant ne peut renouveler pour la 3e année si il redouble. Parce que là, c'est son droit. Voilà. Et s'il n'a jamais redoublé une fois aussi, il peut redoubler pour bénéficier de la bourse. Mais pour une 4e année, vraiment, c'est tout le Burkina Faso qui se trouve dans cette situation. Les étudiants sont quasi totalement en retard. Donc, le problème de ressources aussi fait qu'on ne peut pas prendre en charge tous ces étudiants qui sont en licence
y a ceux qui sont en Master 2 également, qui font 2 ans, 3 ans aussi. Il y a ceux qui sont doctorats aussi, qui n'arrivent pas à se tenir. Donc, c'est un problème général. D'accord, donc c'est l'une des difficultés de fonctionnement du CIOSPB. Avant qu'on arrive à la fin de l'émission, à part cela, quelles sont d'autres difficultés que vous rencontrez dans vos fonctionnements quotidiens, Madame Sawadougou? Ok, merci pour la parole. Et c'est surtout lors de nos sorties hors donc du CIOSPB dans les établissements, parce qu'on se dit que toutes ces informations, c'est bien donc de les donner avant les résultats du baccalauréat. Donc ce qui nous amène donc à organiser des tournées d'informations dans les établissements pour pouvoir donner les informations sur les motivations qui doivent amener l'élève à faire le choix et les différentes universités et les filières qui sont donc dispensées, les conditions également d'octroi de la bourse, les dossiers qu'il faut fournir. Nous, on se dit que c'est bon de les informer avant les résultats du baccalauréat. Et donc, souvent, dans certains établissements secondaires, nous avons des difficultés donc, pour pouvoir, en tout cas, rentrer communiquer donc, avec les élèves. Souvent, c'est au niveau des responsables de l'établissement, mais aussi souvent avec les collègues et qui ne sont pas totalement peut-être informés du bienfait donc de ces informations que nous venons donc donner aux élèves. Ils nous disent c'est le bac d'abord. Pourtant, il y a des pièces qu'il faut avoir avant le bac. Je donne un exemple, le certificat de nationalité qui prouve que vous êtes de nationalité burkinabé pour pouvoir postuler pour la bourse. Il ne faut pas attendre les résultats pour pouvoir chercher, établir ce document qui ne se périme pas d'ailleurs. Donc souvent on a ces difficultés. Et aussi nous organisons donc des journées d'information sur les métiers dans les universités. Et avec la situation sécuritaire, on a pour le moment des difficultés pour en tout cas aller vers certains étudiants afin donc de les motiver dans leur choix d'option, mais aussi donner des informations sur les conditions de dépôt de la bourse intermédiaire. Monsieur Sankora voudrait ajouter d'autres difficultés. Moi, celle que j'aimerais peut-être vous poser, c'est est-ce que, parce qu'on n'a pas que les étudiants nationaux sur le territoire burkinabé, on a parfois d'autres qui viennent d'ailleurs, qui ont droit aussi à postuler à la bourse. Est-ce que à ce niveau, tout se passe bien? Oui, je pense qu'une fois qu'ils arrivent, si j'ai bien compris, vous voulez faire cas de la diaspora, ceux qui sont au Mali, en Côte d'Ivoire. S'ils viennent seulement, nous nous occupons d'eux, surtout qu'une fois ils sont informés que le Centre national de l'information est le centre qui est commis pour leur donner les différentes informations possibles relatives aux filières, aux universités, tant publiques et privées. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Pour peu seulement qu'ils savent que c'est un centre d'information, s'ils arrivent, nous nous occupons d'eux comme ceux qui sont au Burkina. Je vous réserve pour la fin. On va d'abord prendre le mot de M. Ouedraogo parce qu'on est en train de tirer à la fin de cette émission. Que dans le souci de réduire un peu la pénibilité des acteurs, et actuellement les dépôts se font en ligne sur la plateforme Campus Faso. Voilà, donc ça a été ouvert du 10 et prendront fin le 25 août à 23h59. Voilà, donc on n'a pas reprenez, c'est très important pour ceux qui nous suivent, qui voudraient postuler. Les dépôts se font en ligne sur la plateforme Campus Faso, www.campusfaso.bf. L'étudiant se munit d'un numéro, il y a un mot de passe, il part sur la plateforme Campus Faso, il se connecte sur la rubrique bourse et les offres vont défiler. Il va regarder dans l'offre où il peut postuler et il va candidater, il va soumettre son dossier de candidature. Donc c'est ouvert, ça a été ouvert le 10, ça prendra fin le 25 août à 23h59. Donc ceux qui sont de la diaspora, comme l'a dit maintenant, aussi ils ont le certificat de nationalité, parce que souvent c'est ce qui pose problème. Le certificat de nationalité n'est pas un document périssable, donc ils peuvent l'avoir depuis très longtemps, et s'ils ont ces documents-là, les pièces, les documents requis pour postuler, ils peuvent rester, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, au Ghana, et même à l'assurer pour soumettre les dossiers de candidature en ligne. Donc ça c'est une innovation qui allège un peu. Monsieur Dr Fernand Ouedraogo, on va prendre le mot de fin avec vous. On n'a pris pas le temps, vous allez parler au nom de tout le monde. D'accord, mais je pense que vous voulez réagir d'abord à ce qui a été dit avant peut-être de donner le mot de fin. Oui, d'accord. En fait, je voulais ajouter au fait que par rapport aux difficultés que les deux collègues ont énumérées, il faut ajouter aussi donc l'insuffisance du personnel en termes donc de conseils d'orientation. D'accord. Voilà, parce qu'aujourd'hui, dans tous les établissements, dans toutes les provinces, nous n'avons pas encore des conseils d'orientation. De plus en plus, on recrute un peu. Et je pense que d'ici quelques années, peut-être que cette difficulté-là va disparaître. Mais pour l'instant, vu que les conseillers ne sont pas encore dans toutes les régions,
souvent, ils n'ont pas accès à l'information. Donc, c'est quelquefois dans les grandes régions, vous avez donc les conseillers d'orientation. Donc, je pense que si le nombre aussi donc, est étoffé à ce niveau, ça va alléger effectivement le travail donc, des conseillers. Parce que c'est eux qui doivent vraiment accompagner donc, les élèves dans leur processus donc, de choix et d'orientation. Le deuxième élément, c'est que, comme il a dit aujourd'hui, nous sommes passés donc, à l'aide donc, de la numérisation, digitalisation donc, de l'information. Le CSPB effectivement vient de rentrer actuellement donc, dans la plateforme Campus Faso. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le processus d'orientation est à 2 niveaux. Il y a l'orientation donc, vraiment qu'on appelons pratique formelle, qui est aujourd'hui assurée aujourd'hui par la Direction générale de l'enseignement supérieur. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les étudiants au Burkina Faso sont orientés à travers cette plateforme. Donc vous inscrivez obligatoirement à travers donc, cette plateforme et ensuite la plateforme regarde en fonction donc, des mots de calcul qui sont faits à l'arrière-plan, vous orientez effectivement donc, dans les différentes universités. Donc ça c'est le premier, ça c'est le volet formel. Maintenant le CSPB s'occupe effectivement donc, du volet un peu théorique, c'est-à-dire donner l'information sur les offres de formation qui existent puisque l'étudiant doit avoir aujourd'hui 12 choix. Donc dans ces 12 choix, le conseiller d'orientation aide l'élève à découvrir effectivement donc les différents choix dans lesquels en tout cas il peut postuler les différentes informations donc, qui existent dans ces différentes universités là. Donc voici aujourd'hui les 2 réalités donc, qui existent en matière donc, d'information et d'orientation aujourd'hui. Et pour le mot de la fin, je voudrais en tout cas dire merci au nom donc, de l'ensemble des collègues ici et de la direction donc, en général à l'équipe donc, de 3TV qui nous ont donné en tout cas cette opportunité donc, de parler donc, du CSPB. En tout cas, merci pour l'opportunité qui nous a été offerte de pouvoir nous étaler un peu sur les missions, les activités donc, que nous menons et le processus donc, de gestion des bourses. Comme chaque année, vous pourrez revenir avant la fin de la saison numéro 5 de Choisir mon école et ce sera toujours un plaisir pour nous de vous accueillir. En attendant, on vous souhaite très bon retour chez vous. Je rappelle qu'aujourd'hui, on a parlé orientation scolaire avec le CSPB et pour en débattre, nous avions sur ce plateau le Dr Fernand Ouedraogo. Il est le directeur de l'information, de l'orientation scolaire et professionnelle. Et avec nous également sur ce plateau, nous avions Madame Sawadogo Mimina, elle est chef de service des études et de la planification. Monsieur Sankara Alfred, lui est chef de service de l'information et de l'orientation. Et puis, M. Ouedraogo Daouda, chef de service des bourses zone Burkina Faso. Merci à tous les 4 d'être venus répondre à nos différentes questions. L'aventure pour ce jour s'arrête là. Tâchons surtout de ne pas faire les choses seuls, car celui qui pense pouvoir tout faire seul se trompe et celui qui pense que sans lui, les autres ne peuvent rien faire se trompe davantage. Au revoir et à très bientôt. La Soutraco vous a offert Choisis mon école. Votre engin n'est jamais un meilleur choix pour passer une bonne journée dans une ville comme Ouaga. Oui, après vous êtes débattu dans les grands embouteillages à longueur de journée. Après avoir respiré les gaz toxiques et cancérigènes de ces embouteillages, vous pensez être sorti de l'auberge ? Et tout ça, c'est quand vous avez réussi à éviter le pire, car un accident n'est jamais loin. L'imprévu de tous les jours vous surprend. C'est la catastrophe. Vous n'arriverez jamais à bon port. C'est pourquoi vous devez faire le bon choix. Faites-vous confortablement conduire en empruntant un transport en commun urbain. Vous éviterez ainsi tous les problèmes de la circulation. Faites-vous conduire en toute sécurité. Utilisez Sotraco SA, le transport en commun urbain. La Sotraco SA, confort, sécurité.